Bonjour, c'est Claire Lisa. Voilà, nous démarrons une série d'une dizaine d'audios autour du couple, de la sexualité, de la famille. Ce sont des audios qui sont consacrés à un podcast qui s'appelle Les 13 dynamiques du féminin sacré. Et c'est dans ce contexte-là que je transmets ma connaissance. Donc c'est un podcast où on étudie tout un enseignement amérindien dans une roue énergétique en lien avec les énergies de chaque mois. Donc c'est un enseignement profond, c'est un enseignement initiatique, ancestral. Et si vous tombez par hasard sur ces audios, eh bien bienvenue, vous allez peut-être suivre à votre rythme et prendre des notions qui vous intéressent. Mais moi, de mon côté, je vais faire référence à des termes que vous n'allez peut-être pas comprendre parce que je fais référence à des choses que nous avons vues les mois d'avant. Voilà, vous pourrez aussi regarder les audios des mois d'avant, votre rythme, si ça vous intéresse. Donc là, ça va être une première audio sur le couple. Donc il va y avoir, je me suis posé la question, comment rentrer dans les énergies du mois de juillet, dans toutes ces profondeurs, sans en abîmer la qualité de présence qu'elle nous propose d'avoir en nous pour capter quelque chose de ce que cette énergie de juillet distille. De quoi je parle là? Je parle de la dimension sacrée. Nous étudions dans le mois de juillet la dimension sacrée du couple, sacrée de la famille, sacrée de la sexualité. Et le sacré, ça se vit, ça se comprend. Ça se comprend par un chemin initiatique. On ne peut pas trop en parler. Voilà, donc je suis en écoute de comment moi j'aborde ça sur mes audios. Alors, donc voilà ce que j'ai décidé. Je vais faire 3 audios sur le couple. Le premier audio d'aujourd'hui va parler du couple d'aujourd'hui. Ensuite, il y aura un deuxième audio sur la restauration de l'amour dans le couple. Un troisième audio qui parlera du couple sacré. Et puis, on parlera de la famille. Et puis, il y aura d'autres audios sur la sexualité. Il y aura un audio sur la sexualité dévoyée, la sexualité sacrée. On parlera de l'initiation du tantra dans la sexualité sacrée. Et puis, on abordera aussi le sujet du célibat comme guérison à l'amour. Il y aura un dernier audio, pour moi, d'une grande profondeur qui s'appellera « Où sont les hommes et femmes, es-tu prête ?» Voilà, et puis il y aura aussi des bonus. Dans les bonus, je parlerai entre autres de mon point de vue en lien avec cette roue énergétique sur l'homosexualité, le transgenre, le phénomène des flammes jumelles dans la spiritualité New Age. Je vous parlerai aussi de l'évolution des couples dans notre société en bonus. Et puis il y aura probablement encore d'autres bonus peut-être. Voilà. Allez, on est parti. Donc dans cet audio, je me propose d'examiner avec vous le couple d'aujourd'hui. Alors, je vais me caler sur cette roue chamanique pour en parler. En même temps, je suis sexo-conjugothérapeute. Et donc, je vais aussi me caler sur mon espace professionnel et sur mon expérience professionnelle aussi. Alors, déjà vous dire que la notion de couple, elle est très reliée à la société et à la culture. Qu'est-ce que le couple? Ça va être la première question. Qu'est-ce que le couple? Eh bien, ça dépend de la culture dans laquelle on est, de la religion, de la société. C'est vraiment quelque chose de très intéressant à étudier en sociologie, en anthropologie. Et donc, donc tout notre environnement contextuel va conditionner le couple qu'on vit. Et ça, c'est déjà intéressant de se dire, qu'est-ce qui, dans mon couple aujourd'hui, est conditionné par la société, par la culture, la spiritualité, la religion, peut-être, ou
mes ancêtres, mes parents, les lois familiales, etc. Ou alors, est-ce que je suis en train de vivre un couple libre? Et quand je dis un couple libre, c'est pas du polyamour ou faire du libertinage. Un couple libre, pour moi, c'est la liberté intérieure de rentrer dans cette notion avec, dans mon espèce sacrée, avec mon intelligence, l'intelligence de l'amour qui est en moi. Donc autant dire que le couple, c'est un espace excessivement conditionné, et c'est pour ça que souvent, il est défaillant et il met en souffrance, et voire il blesse, il est blessant. Il est blessant pour l'espace de notre cœur, l'espace de nos énergies. Et ce que l'on transmet à nos enfants. La notion de couple, déjà, est-ce que vous avez réfléchi à qu'est-ce qu'un couple? Je dois dire que quand je reçois des personnes au cabinet, des couples, qui viennent quand ils sont en état de crise, c'est une des premières questions que je leur pose. Qu'est-ce que pour vous le couple? Dessinez-moi. Et tout le temps, ils me regardent avec des grands yeux. Ils ne s'étaient jamais posé la question. Donc, là, on est vraiment dans une défaillance aujourd'hui de notre société si on ne sait pas définir ce qu'on fait ensemble. C'est sûr que ça ne peut pas marcher en réalité. Donc le couple, on peut le définir, on va dire, philosophiquement, on peut le définir mentalement, et donc on peut vivre un couple mental. C'est-à-dire qu'on va beaucoup y réfléchir, rester dans notre tête et en parler. On va peut-être lire là-dessus, mais on ne va pas le vivre concrètement. Après, il y a ce que l'on vit ensemble, et finalement, est-ce que vous savez définir la différence entre ce qui est de vous et ce qui est de votre couple? La différence entre vous et votre couple, et quand vous êtes dans votre couple, qu'est-ce que vous vivez de différent que quand vous êtes tout seul? Qu'est-ce que j'essaye de dire là? C'est qu'il y a moi dans mon individualité, il y a moi dans mon couple. C'est deux choses différentes. Et je peux pas les mélanger, sinon je vais rentrer en confusion. Donc, est-ce que vous savez ressentir, prendre conscience de ce que vous vivez dans votre couple et de faire la différence entre ce que vous vivez en vous de manière individuelle? Ou est-ce que ces deux notions sont amalgamées, confusionnelles, et du coup, il y a ce fameux différencié qui n'est pas passé, cette séparation du masculin, et d'où les confusions entraînant des souffrances psychologiques, émotionnelles et relationnelles. Ensuite, dans le couple, il y a ce que l'on sent au-delà de ce que l'on vit. C'est cet au-delà. Donc il y a le couple psychologique de mes pensées, il y a le couple réel de ce que je vis, il y a le couple au-delà, il y a l'espace intangible qu'on crée, et qui n'est pas la réalité que je vois et que je sens. Je peux percevoir qu'est-ce que c'est que mon couple dans cet espace énergétique et vibratoire. Et là, on commence à rentrer dans l'initiation du couple, et peut-être on cheminerait vers le couple sacré. Et puis après, il y a la quatrième autre dimension qui est ce qui est. Et ce qui est, c'est pas ce que je me dis. Ce qui est, c'est pas ce que je crois vivre. Ce qui est, c'est pas ce que je perçois, mais ce qui est est. Et peut-être dans ce qui est, je peux rentrer là dans la dimension du couple sacré. Donc je répète, il y a ce que je me raconte de mon couple et ce que je projette de l'espace de mes pensées sur l'entité couple. Il y a ce que je vis, est-ce que j'en ai conscience ou pas? Est-ce que je le perçois? Ou est-ce que je suis coupée de ma réalité du vécu? Est-ce que je ne m'aperçois plus de ce que je suis en train de vivre? Il y a ce que je ressens qui est au-delà de ce que je perçois, que je vois, que je vis dans la matière.
Qu'est-ce que l'on est en train de faire ensemble? Quelle est l'onde de forme qu'on fait passer dans l'énergie et dans la vibration ensemble? Et à ce qui est. Et ce qui est, c'est une forme de vérité, qui n'est pas ce que je me raconte. Ok, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple, c'est un espace de conscience. Ô combien c'est un espace de conscience. Et le problème qu'on a, c'est qu'on n'y va pas dans cet espace de conscience, c'est pour ça qu'on souffre. Alors, revenons au commencement. Donc, au commencement était la société. Et la société a organisé les êtres humains pour créer la société. Et dans la société, il va y avoir la notion du couple et de la famille. Donc je vous ferai un bonus sur l'évolution du couple dans notre société en France. Simplement, dans cet audio, je vais vous dire la conclusion peut-être de ce bonus, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société en France, nous vivons depuis une vingtaine d'années une explosion des repères sur la notion du couple. Et le couple n'est plus définissable aujourd'hui comme on pouvait le définir avant. C'est une notion complètement liquide, qui est plus structurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est plus contenue dans un cadre. Le cadre a explosé, le cadre du couple. Et chaque personne va vivre le couple qui lui correspond, ou pas d'ailleurs, mais va vivre son type de couple qu'il est en train de vivre. En conscience ou sans conscience. Qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaye de dire que le couple n'étant plus défini aujourd'hui, ce qu'on vit quand on est en couple, on ne sait pas ce qu'on vit. Si nous, on ne le définit pas, on ne sait pas ce qu'on vit. Et si on vit quelque chose qu'on n'a pas défini, eh bien on ne vit rien. On vit des attentes, des projections, on vit des déceptions. Et surtout, si on n'en parle pas ensemble, on ne sait pas ce qu'on vit ensemble. Aujourd'hui, on peut vivre le couple comme on veut. On peut vivre un couple homosexuel, on peut vivre un couple transgenre, on peut vivre un couple hétérosexuel, on peut vivre du polyamour, ça sera aussi à définir. On peut vivre un trouble, c'est-à-dire un couple à trois. On peut être homosexuel, bisexuel, enfin, tout est possible. Il y a une palette de possibilités dans le couple. On est marié, on n'est pas marié, on n'est pacsé. Donc après, il y a des définitions qui apparaissent comme couple libre, couple exclusif. Il va falloir redéfinir qu'est-ce que la fidélité, pourquoi ça fait sens ou pas dans le couple. Qu'est-ce que ça serait l'infidélité, etc. Donc on est vraiment dans une période où si on ne clarifie pas ce qu'on dit et ce qu'on vit, eh bien on vit rien. Il y a une explosion de repères aujourd'hui. À la fois pour les générations anciennes, nos grands-parents et nos parents, ils ne comprennent plus trop ce qu'on vit. À la fois pour les thérapeutes de couple, parce que ce qu'on nous a appris à l'école il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on vit au cabinet au quotidien. Les familles recomposées, tout ça, ça va très très vite. Et une explosion de repères chez nos jeunes en fait. Et donc ça va créer des problèmes, entre autres, de communication intergénérationnelle, mais aussi dans le couple, si on n'en a pas parlé, et puis entre les différentes familles, c'est-à-dire la famille de mon compagnon,
Elle peut voir le couple d'une certaine façon et ma famille d'une autre, moi encore d'une autre façon, mon compagnon d'une autre façon. Et tout ça, c'est un grand bazar où il est difficile de s'harmoniser finalement si on n'en parle pas et si on ne met pas tout ça à plat. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est quel type de couple voulez-vous vivre? C'est quoi pour vous le couple? Et vous avez 1 heure pour écrire là-dessus. J'ai besoin de savoir, pour toi, qu'est-ce que le couple? Mais de savoir pas de manière floue, de savoir de manière concrète. Parce que si j'ai envie de faire un couple avec toi, je veux savoir. Moi, je suis un petit peu interrogatif parce que j'ai des jeunes qui viennent me voir au cabinet. Parce que vraiment, aujourd'hui, l'espace du couple, c'est un espace de grande souffrance psychologique, émotionnelle, affective, du cœur, sexuelle aussi, beaucoup, beaucoup. Et du coup, il y a des jeunes qui viennent me consulter pour ça et qui me disent, ça y est, je suis de nouveau en couple depuis 1 mois. Ensuite, quelques mois après, ça va plus. Ensuite, il y a toute la période où ça va pas. Puis ensuite, ah, ça y est, je suis de nouveau en couple. Mais c'est quoi pour vous le couple? Ça veut dire quoi, je suis en couple? Bon, allez. Donc, ces questions étant posées, eh ben, chacun a ses réponses. Alors, moi, ce que je vais pouvoir vous apporter comme repère à moi, c'est d'abord, partons du principe, pour simplifier nos affaires à nous, là, dans cet audio, partons du principe qu'il y a 2 personnes de sexe opposé qui se rencontrent. On va commencer par le plus simple. Et puis après, voilà, quand on travaille les crises de couple, souvent on se rajoute des données qui complexifient encore tout ça, et tout est à être étudié comme étant un cas particulier pour comprendre l'énergie du système et comment on peut aider ce système à retrouver de l'harmonie et du sens à vivre ensemble. Alors là, nous, on va parler de la notion du couple bisexuel, un homme et une femme qui se rencontrent. Peut-être ils savent ou ils ne savent pas pourquoi ils se mettent ensemble. Alors, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On se met ensemble, pourquoi? Parce qu'on a une attirance amoureuse, sexuelle. Ça va créer un état amoureux. Et cet état amoureux, c'est quoi? Eh bien, c'est la nature qui crée ça, ce sont les corps. Vous savez, je vous avais parlé en mai de l'attachement du bébé à ses parents. Eh bien, on va revivre la même chose quand on tombe amoureux. Ce sont nos corps et notre énergie dans nos corps qui se mettent en activité amoureuse. Et il va y avoir donc des polarités qui vont se rencontrer et qui vont chercher à fusionner. Donc il va y avoir le premier espace de fusion amoureuse. C'est pour ça qu'on se pose pas la question c'est quoi le couple, parce qu'à ce moment-là, quand on est dans la fusion amoureuse, nos corps vont sécréter des hormones de bien-être. C'est ce qui nous fait planer, ce qui nous donne l'impression qu'on va, nous, en fait, on n'est pas comme tous les couples, nous on s'aimera à vie, ce qui nous donne l'impression de tomber sur un homme ou une femme formidable. Et à ce moment-là, on a vraiment cette sensation qu'on est pareil, c'est une bulle fusionnelle. Donc, c'est un espace à la fois, on va dire, physiologique, hormonal, et donc on est dans un état shooté. On est shooté, on est drogué à des hormones de bien-être et d'amour. Et puis, dans cet état un petit peu confusionnel dans lequel nous mettent les hormones, on va créer toute une psychologie à l'amour. Donc, on va se créer des idées, des pensées, des croyances. Et pour nous, les thérapeutes, on dit que c'est un état pathologique. C'est complètement dysfonctionnel, c'est délirant, tout ce qu'on se dit à ce moment-là. C'est comme si on avait bu ou si on s'était drogué.
Ça s'appelle l'état amoureux. On est tombé amoureux. C'est plutôt une bonne nouvelle quand ça se passe comme ça. Ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y a déjà une attirance des corps, une attirance de notre espace électromagnétique. Et la nature faisant bien les choses, il va y avoir comme une mise en route de tout un état pansement à tout ce qui pourrait nous faire peur dans la différence et dans la disharmonie de nos êtres. Et il va y avoir une harmonisation qui va se faire par des hormones. C'est comme si tout ce qui était chez nous différent était gommé, le temps de cet état d'amour, et on va vivre une bulle fusionnelle très intense. C'est très agréable. Et c'est complètement illusoire. C'est pas la réalité. Alors, physiologiquement, cet état, il peut durer de 3 jours à 3 ans, à peu près. Donc le top, c'est si on le vit 3 ans. Là, on vit 3 ans de bonheur. Ça, c'est vraiment sympa. Si on le vit 3 jours, il est possible qu'on ne se mette pas vraiment en couple. On va vite tomber dans une forme de désillusion. Et ensuite, de 3 jours à 3 ans, ben, suivant les couples, ça peut, et les personnes aussi, ça peut durer plus ou moins longtemps. Cet espace, il sert à quoi? Il sert à créer de la sécurité entre nous et de l'attachement. C'est pas de l'amour du tout, hein, c'est de l'attachement. Il sert à nous apprivoiser, à apprendre à nous connaître et à avoir envie d'être ensemble. Et aussi, il sert tout bêtement à la nature, à la reproduction. Il faut que les hommes et les femmes aient envie de se rapprocher, de copuler pour faire des enfants. Du coup, au bout de 3 ans, la nature estime que l'enfant est assez mature et que les parents pourraient éventuellement se détacher. Et la sécurité de l'enfant est quand même assurée. Donc cette phase amoureuse, c'est aussi la phase de la passion, c'est la phase de la joie, de ce qu'on pourrait dire je suis amoureuse, hein, de l'amour, mais l'amour-passion. Certaines personnes croient que ça c'est de l'amour. Donc quand ça s'arrête, il dit je suis plus amoureux de toi. Ben, ça c'est vrai, on n'est plus amoureux, mais ça c'est normal, c'est les hormones qui se sont arrêtées. Tout d'un coup, on n'est plus pathologique, on sort de cet état fantasmatique, halluciné, dû à toutes ces hormones qui étaient en action entre nous, et tout ce phénomène énergétique qui s'était mis en route par rapport à l'électromagnétisme que crée notre accouplement. Et tout d'un coup, je vais rentrer dans une phase de réalité. Du coup, à ce moment-là, il va y avoir une grande désillusion. Waouh, ce que je vivais, c'était pas ça. La réalité, elle est tout autre. Je suis pas avec le même homme ou avec la même femme. Donc, dans la confusion, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent là et qui se quittent et qui repartent à zéro et qui vont se faire des shoots. Donc, chaque couple, hein, quand vous avez des personnes qui changent de couple tous les 3 ans ou tous les 2 ans, c'est des personnes souvent qui vivent que des phases amoureuses, donc ils peuvent avoir un enfant ou 2 dans cette phase amoureuse. Et ensuite, ils se quittent, l'un des deux se quitte parce que ils sont dans des états de dépendance à un état qui est un état hormonal énergétique. Et quand cet état s'arrête, ils se disent ben, je veux vivre dans cet état de bonheur tout le temps, et quand ça s'arrête, ils se disent je n'ai pas envie de continuer, je voudrais trouver une autre personne avec qui ça recommence. L'état amoureux, si il a duré assez longtemps, quand on en sort, on est attaché l'un à l'autre. Donc on va défusionner, on va se désamalgamer, mais on reste attaché. C'est ce qui fait qu'on ne se sépare pas. Donc, va démarrer une deuxième phase dans le couple qu'on va appeler la phase d'adaptation. Ça va être la phase où il va commencer à y avoir des luttes de pouvoir et de territoire. C'est-à-dire moi et toi, on n'est pas pareil, on ne pense pas pareil. Donc au démarrage,
dans un entre-deux, quand ça commence à diffusionner, on s'aperçoit qu'on n'est pas pareil. Au début, on croit qu'on est pareil. On va s'apercevoir qu'on n'est pas pareil et on va commencer à faire pareil. Si mon compagnon il aime le kayak, je vais me mettre au kayak, même si j'aime pas. Je vais être amie avec ses amis. Je vais regarder les mêmes films que lui. On va faire pareil pour continuer à essayer de préserver cette bulle fusionnelle. Et puis, il y a un moment, c'est plus possible. À un moment, il y a la différenciation qui passe. Et ce moment-là, il est plus ou moins long, suivant les personnes. Et à un moment, on va s'apercevoir qu'en fait, on n'est pas du tout pareil. C'est normal, hein, on vient de familles différentes, on est un homme, une femme, on n'a pas forcément le même âge, on n'a pas forcément le même regard sur la vie. En fait, tout est différent. En fait, tout est différent. On n'est pas du tout pareil. Donc, cette phase, c'est une phase d'adaptation et c'est une phase de conflit. Donc, il va y avoir une lutte de pouvoir et de territoire. Et qu'est-ce qui se passe? Chacun va essayer d'être soi-même dans le couple, dans le nous. Je veux être moi dans le nous. Et c'est là aussi où les couples passent en état de crise et souvent ils consultent. C'est une bonne chose d'ailleurs de se faire aider, parce que ça permet de clarifier ce que les personnes vivent. Et si le conflit n'arrive pas à faire le remise à jour nécessaire, eh bien le couple va se séparer. Donc là, on en est à, allez, 4, 5, 6, 7 ans. Voilà. Donc on peut vivre parce qu'on est attaché, parce qu'on s'adapte, parce qu'on fait des efforts. Donc il y a toute une évolution. On est pareil, on fait pareil, ensuite on fait des efforts, on s'adapte. Pour les raisons, parce qu'on a des enfants, pour les enfants, etc., on va faire beaucoup d'efforts d'adaptation et ça va monter en crescendo dans le mal-être. Et à un moment, ça va créer vraiment du remue-ménage émotionnel, psychologique. Si le conflit n'arrive pas à aller au bout de sa résolution, l'un des deux va arrêter. Et peut-être va rencontrer quelqu'un d'autre et va se dire ça va être plus facile avec cette personne et j'arrête, je me sépare. Si le conflit arrive à créer une clarification de ce qu'on vit, c'est à ce moment-là où on va commencer à poser des mots. C'est quoi pour moi le couple? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quel est notre projet de couple? Etc. etc. Donc c'est tout ça qu'on travaille en thérapie de couple. On va rentrer dans une troisième phase qui s'appelle la phase de stabilisation. Et là, ça commence à être intéressant. C'est la phase d'harmonisation et de maturation du couple. Donc, chacun peut être soit dans le couple, on a compris qu'il faut qu'on dialogue, qu'on discute, on a remis à jour plein de choses. Les enfants grandissent, on est moins ensemble que pour les enfants, on est ensemble parce qu'on l'a décidé, puis qu'on en a, c'est comme si on avait labouré notre terrain et que l'arbre du couple, il s'était bien enraciné et il commençait vraiment à être mature et donc ça commence à être confortable d'être ensemble. Et puis ensuite va arriver la dernière phase qui est pas forcément à la fin de la vie, hein, peut être une phase qu'on peut avoir au bout de 10-15 ans de couple, qui va être la phase d'engagement. C'est-à-dire que là, en fait, on sait que cette personne-là, on veut rester avec elle jusqu'à la fin de notre vie. On s'engage. Alors, fin de notre vie, c'est une façon de dire, c'est-à-dire on s'engage pour longtemps. Et c'est là où va arriver la phase d'amour. C'est là où arrive l'amour dans le couple. Donc, quand je suis en couple, je ne peux pas dire que je vis l'amour au démarrage. Mais je peux dire qu'il y a toute une phase d'évolution dans le couple pour arriver à vivre cet état d'amour entre nous et vivre l'amour ensemble. Et c'est pas gagné. Ce sont des étapes, on pourrait dire, des caps à passer. On pourrait aussi parler de phase initiatique. Aujourd'hui, la société étant pas contenante pour le couple, il est difficile de passer ces étapes parce qu'on n'est pas contenu, tout simplement. À tout moment, l'un de nous peut partir,
parce il va penser que ça va être plus facile et mieux ailleurs. Du coup, il n'y a pas de sécurité dans l'évolution du couple. On vit une période de très grande insécurité dans le couple. C'est-à-dire que le chemin de l'amour à deux, il est très insécure finalement. Donc aujourd'hui, dans une société où on se permet de casser les couples régulièrement et de recréer des couples à volonté, j'ai envie de dire, il est possible qu'on se crée des fractionnements et des blessures à la relation et à l'amour. Et que finalement, paradoxalement, on est en train de s'enfermer au lieu de se libérer et de perdre en intelligence. Alors, c'est un paradoxe parce que tout est vrai, c'est complètement faux. Mais ce qui va faire qu'on va devenir intelligent à tout ça, c'est le niveau de conscience qu'on va y mettre. Je m'explique. Par exemple, le fait que je peux créer le couple que je veux et que donc je peux expérimenter ce qui me correspond au mieux si j'y mets de la conscience. Et si je vais voir qu'est-ce qui me correspond comme couple, eh bien, il est possible que mon chemin dans le couple va être beaucoup plus jouissif, épanouissant, que si j'y mets pas de conscience et que je crée le couple que je veux, mais c'est pas ce que je veux, c'est je rencontre un homme, il veut ça, on le fait. Je fais comme font mes amis. Je fais comme quand j'en discute avec mes parents, comme ils me disent de faire. Je fais sans conscience. À partir de là, en fait, on est en train de perdre en intelligence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contenant, en fait, et c'est comme si le couple était de l'eau qui se dispersait sur le sol et qui n'allait nulle part, qu'on ne pourrait pas boire, on ne pourrait pas en jouir et qui allait s'évaporer. Le contenant, c'est la tasse qui contient l'eau. Et parce qu'il y a un contenant et qu'il y a du liquide dedans, ben ce liquide, je vais pouvoir en faire un bon thé, du thé, le chauffer, en faire du thé, le boire et en jouir, en avoir la jouissance. À partir du moment où je pars dans un couple un peu liquide, hein, c'est-à-dire que je me laisse aller au flux des courants, des rencontres, des idées, des expériences, il est possible que je me perde et que je me mette en souffrance et qu'à un moment, je vive de la confusion dans ma tête, de la confusion dans mes émotions, de la confusion dans mon corps et dans mon cœur. Et que je souffre beaucoup. Éventuellement, si j'ai embarqué mes enfants dans ça, ben, ces enfants auront ce modèle-là de couple parental, des parents qui se seront régulièrement séparés, remis avec d'autres personnes reséparées, donc les familles recomposées qui se redécomposent, recomposent, et pour les enfants, c'est pas simple. Derrière, comment ils construisent leur relation à l'attachement, au couple, à la sécurité affective, etc. Ça va créer vraiment des gros traumatismes dans la sécurité au lien affectif. Donc, pour reprendre de la conscience dans le couple, il est urgent aujourd'hui de se poser des questions et de pouvoir nommer ce que l'on vit. Première question, qu'est-ce que c'est pour toi le couple? Qu'est-ce que c'est pour moi le couple? Est-ce que j'ai un projet de couple? Quel est mon projet de couple? Quel est ton projet de couple? Et est-ce qu'il y a une compatibilité des projets de couple, de nos deux projets de couple? Et comment ça va s'harmoniser? On va partir de ça. On va considérer que le couple, c'est une équipe. Pour cela, il faut qu'on ait connaissance de la fusion qui se passe quand on se rencontre et de la confusion dans laquelle on est. Et quand on en sort, de se dire c'est normal, maintenant il est temps maintenant qu'on a passé des mois ou 3 ans très agréables, il est temps de parler de est-ce qu'on a envie de continuer ensemble et quel est notre projet de couple. Donc, deuxièmement, il faut qu'on puisse dire que le couple, c'est un phénomène biologique de reconnaissance compatibilité. C'est-à-dire qu'il y a comme deux aimants, ça s'attire et ça s'aimante. C'est ce qui fait l'état amoureux. Donc, on s'est rencontrés. Au niveau biologique,
on était compatibles, on a passé de très bons moments ensemble, c'était très joyeux, très jouissif. Et maintenant, est-ce qu'on a une compatibilité de projet en commun? Troisième notion à regarder, le couple est un moyen de répondre à nos besoins sexuels. On peut être en couple que pour ça. C'est pour ça qu'à un moment, la notion d'infidélité va prendre beaucoup d'ampleur. Mais dans le projet de couple, il peut ne pas y avoir la sexualité. C'est une notion en plus. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent asexuelles. On peut tout à fait créer des couples sans sexualité. Donc, de nouveau, quel type de sexualité est la mienne? Quel type de sexualité est la tienne? Est-ce qu'on est compatible ou pas? C'est une vraie question. Et est-ce que dans notre rencontre, on peut aller dans une forme d'harmonisation et d'évolution ensemble? Est-ce qu'on en a envie? Quatrième niveau à regarder, le couple, c'est un moyen de répondre à nos besoins d'intimité. La plupart des personnes qui consultent parce qu'elles sont célibataires, qu'elles n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un, elles souffrent. Elles souffrent de solitude. Elles souffrent de ne pas partager leur intimité avec quelqu'un. Leur intimité affective, psychologique, de parler à quelqu'un le soir, de réfléchir ensemble, d'organiser des vacances ensemble, de partager une même maison, de se raconter des histoires le soir, les soucis, les joies, etc. Et évidemment, dans l'intimité, il y aura la sexualité et éventuellement les enfants. Voilà, ça c'est les 4 niveaux qu'il va falloir explorer dans le couple. Alors, qu'est-ce qui se met en route quand on est pendant un long moment avec quelqu'un, hein, dans un couple à deux? Quand on partage notre intimité avec quelqu'un depuis un long moment, qu'est-ce qui va se mettre en route? Eh bien, il va se mettre en route tous les jeux relationnels. C'est automatique, c'est impossible autrement. Hein, il y a des hommes qui viennent me voir au cabinet et qui me disent « Moi, j'ai plus envie de me prendre la tête avec une femme. Moi, j'ai envie d'être dans une relation avec une femme. Il faut que ça soit léger, il faut que ça soit fluide, etc. » Mais vous en êtes où, monsieur, par rapport à vos jeux relationnels et à vos scénarios d'attachement? Parce que ça, c'est possible si vous avez tout désactivé et que vous avez acquis un niveau de maturité suffisant pour que l'autre soit libre aussi avec vous. Parce que vous voulez de la liberté avec elle, mais est-ce qu'elle elle sera libre avec vous? On y va. Alors, quand je suis depuis un moment avec quelqu'un, la première chose qui va se passer, c'est que je vais donc, on avait vu ça en mai, je vais activer un scénario d'attachement, c'est-à-dire que automatiquement, je vais m'attacher à la personne. C'est normal. C'est pas du tout dysfonctionnel. Simplement, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est la réaction comme un bébé à ses parents. Et c'est normal et c'est beau. C'est beau l'attachement. C'est une forme d'amour quelque part. C'est créé par la nature pour qu'on puisse aller plus loin ensemble. On va dire c'est le premier pas d'amour. S'il n'y a pas d'attachement, on ne pourra pas aller plus loin. Donc, il ne faut pas condamner l'attachement. Il faut juste l'observer et essayer de comprendre s'il est sain ou s'il fait souffrir. Qu'est-ce qui fait que je reste dans un couple toxique? C'est mon attachement, entre autres. Hein, ça peut être les emprises, la manipulation psychologique, etc. Mais la première chose qui fait que je vais m'adapter à une relation dysfonctionnelle, c'est que je me suis attachée à l'autre et que par attachement, je suis prête à vivre beaucoup de choses parce que je ne peux pas me détacher. Ça me crée trop d'angoisse, trop d'insécurité, trop de tristesse, trop de chagrin. Donc, il y a l'attachement sécure, auquel cas le couple va pouvoir continuer à aller plus loin. Il y a l'attachement anxieux fusionnel, qui va commencer à être compliqué, qui va créer une forme d'oppression, de fusion, de besoin de fusion,
d'oppression et d'anxiété dès qu'il y a un semblant de diffusion. Il y a l'attachement évitant craintif. C'est on est ensemble, on reste ensemble, mais il y en a un des deux ou les deux, voilà, on est chacun de notre côté. Souvent les gens ils disent on est des colocataires, on ne partage plus rien. On est évitant et craintif, et dès que on propose aux personnes de repartir dans la rencontre des corps, il y a énormément de résistance et d'angoisse. Donc c'est craintif d'aller dans l'attachement. Donc c'est des personnes, par exemple, quand vous leur dites « je t'aime », ils fuient, quoi. Il y a un interdit de dire certaines choses parce que ça les fait fuir. Et puis il y a l'attachement désorganisé, chaotique. Je t'aime, moi non plus. Suis-moi, je te fuis. Hein, c'est ces styles de relation où c'est chaotique. Hein. C'est fusionnel, ça défusionne, ça s'attache, ça se désattache, ça se remet ensemble, c'est voilà, tout ça. Donc, comment on s'est attaché l'un à l'autre et est-ce qu'on a besoin de le retravailler? Parce que l'attachement, il est moi à toi à moi, et du coup, c'est aussi qu'est-ce qui se passe, quel est le style d'attachement du couple. Donc, il y a 3 styles d'attachement à aller prendre conscience et travailler. Le mien envers toi, le tien envers moi, et le style d'attachement du coup qu'on a créé dans notre couple. Et c'est quand on fait de la thérapie de couple, c'est sur l'attachement dans le couple que l'on travaille. Quand on vient en thérapie individuelle, c'est sur l'attachement de la personne, soit à son couple, soit à son compagnon, sa compagne, que l'on travaille. C'est des choses différentes. Ok, donc quand je suis avec quelqu'un, je vais créer de l'attachement. Et je vais dire je l'aime, je t'aime. Bon, c'est une forme d'attachement, c'est une forme d'amour. Bon. Ensuite, automatiquement, ce qui va se passer dans la relation, c'est que je vais faire des projections sur l'autre. Nous allons inconsciemment faire un transfert sur l'autre de nos figures d'attachement principales. Donc, on va demander à l'autre de tenir un certain rôle. Il va y avoir des injonctions, conscientes ou inconscientes. On va lui demander de tenir un rôle pour que moi, je me sente aimée, pour que je me sente sécure avec toi. C'est-à-dire, inconsciemment ou consciemment, on va demander à l'autre de faire comme nos parents ont fait, ou comme nos figures d'attachement principales, nos grands-parents, nos frères et sœurs, nos oncles et tantes, nos instituteurs, nos nounous, etc. C'est-à-dire la façon dont on s'est construit dans la sécurité à l'amour, il va falloir que l'autre il prenne le moule, sinon nous on n'est pas content, hein. On ne va pas se sentir sécure. Et ça va créer les premiers conflits. Tu me rejettes, tu m'aimes pas, tu j'aimerais que tu fasses ci, et en fait, par nos injonctions, on va demander à l'autre de jouer un rôle. Il va le faire par adaptation, par attachement, pour faire des efforts, par compromis. Et l'autre aussi, il va me demander de jouer un rôle pour lui. Et on croit que c'est de l'amour. Ça n'en est pas. C'est juste de la projection et des injonctions et du transfert. C'est un processus psychologique qui est en train de se passer. Et c'est normal. On ne peut pas y échapper, tout le monde fait ça. C'est une forme de pacte inconscient entre ces personnes. Pour qu'on puisse rester ensemble, il faut qu'on se mette dans le moule, chacun l'un de l'autre. Et là, ça va être enfermant. C'est ce qui fait qu'à un moment, on va avoir envie de partir en courant de notre couple. C'est insupportable, on ne va plus y arriver. C'est-à-dire que finalement, le deal, il est toujours négatif. À la fin, ça se finit toujours mal. Donc, c'est par le conflit que l'on va finalement refuser de jouer le jeu de rôle que l'autre veut que je joue. Et petit à petit, on va sortir de ça pour essayer de s'harmoniser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le couple, c'est un espace de rencontre entre moi, on va dire, et toi dans l'espace de la conscience, de ce qu'on se dit, de comment on vit, etc. Et moi et toi dans l'espace de l'inconscient. Donc on pourrait schématiquement dire qu'on est 4 personnes en face, nos conscients et nos inconscients. Et rapidement, ça peut devenir moi sain
et moi diabolique, et toi sain et toi diabolique, qui se mettent en couple. Et c'est ce qui va créer les tensions et les disputes, les adaptations, parce que des fois, ça peut être très malsain, mais sans dispute. Donc, en fait, c'est le niveau de liberté à être qui va nous donner la qualité d'un couple. C'est pas si on se dispute ou pas. Et quand je suis seule, je suis une autre personne que quand je suis en couple. Quand je suis en couple avec toi, automatiquement, je vais devenir un personnage, celui que tu me demandes d'être, celui que je ne veux pas être, celui que j'aimerais être. Et dans des flux et des reflux intérieurs, ça va activer en moi un personnage sain et un personnage diabolique, et avec toi aussi. Et ça va alimenter nos conflits, nos drames relationnels. Évidemment, tout ça, c'est de la psychologie, c'est pas de l'amour, mais ça fait partie du monde du couple. Donc le couple, pour l'instant, c'est pas de l'amour là. Pour l'instant, c'est un phénomène sociologique et psychologique. Un phénomène sociologique, c'est comme ça que la société s'organise. Un phénomène biologique et un phénomène psychologique. Bon, on continue. Il y a une autre dynamique qui va arriver, la sexualité. Au début, pendant la phase amoureuse, là, ça va plutôt bien. Les hormones aidant, la sexualité peut être très agréable et jouissive. Et puis, il va se passer des choses. Les hormones baissant, et comme on n'a pas du tout le même type de sexualité, on va commencer à soit simuler et à s'adapter, mais à plus trouver ça agréable, à se dire c'est ma faute, c'est moi, j'ai des problèmes sexuels, mais on ne va pas oser en parler. Surtout que dans notre société, on magnifie la sexualité dans les films, une sexualité immature, j'ai envie de te dire. Donc on a l'impression que quand on évolue dans notre sexualité, on a un problème, puisque l'immaturité sexuelle, c'est ce qui est magnifié. Non, en fait, à un moment, on va évoluer, et c'est là où il faudrait qu'on puisse en parler. Mais comme on est en tension sur plein d'autres sujets, on ne va pas en parler. On va se dire, il vaut mieux se taire. Ça va être trop compliqué. Éventuellement, un petit peu aller voir ailleurs pour se soulager, peut-être, pour retrouver un peu de fun. Et puis il va y avoir du coup une mise en route d'une sexualité peut-être de routine qui va petit à petit s'enquister. Surtout si on a commencé à avoir des enfants. Si on a commencé à avoir des enfants, peut-être que pour la femme, les choses vont changer. Donc si là, à ce moment-là, on n'en parle pas, on ne se renseigne pas et on ne considère pas que c'est un sujet à part entière du couple et que si on est en couple, c'est pour pouvoir en parler librement et ça fait partie des thèmes du couple à traiter régulièrement, pour qu'on puisse en parler. C'est un sujet où on s'informe, où on se documente, où on fait des stages, on apprend. Enfin voilà, c'est un sujet, c'est un espace du couple qu'il faut nourrir ensemble. Il faut qu'on soit libre de pouvoir en parler. Bon, comme c'est tendu, c'est un espace qui peut être tendu, c'est-à-dire quand moi je dis que je ne vis plus dans la sexualité ensemble quelque chose qui est agréable pour moi, par exemple, eh bien l'autre peut se vexer, puis ça peut générer, accentuer tous les scénarios relationnels, psychologiques et tout, et du coup on préfère se taire. C'est compliqué. Donc à un moment, il va falloir qu'on aille en toute vérité regarder en nous quel personnage est notre sexualité. C'est-à-dire que notre sexualité, on peut imaginer que c'est comme un personnage. Si je la mettais en théâtre, si je la dessinais, si je l'expliquais, si j'en faisais un livre, si ma sexualité était un personnage, comment elle voudrait vivre? Et la sexualité, c'est pas que la génitalité. La sexualité, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, la sexualité. C'est de l'énergie, c'est des fluides, c'est des frottements, c'est des rencontres de corps, c'est des sensations, mais c'est pas que de la génitalité. Donc, si je me propose en toute liberté d'aller rencontrer mon personnage sexuel, chacun de son côté, et de le présenter à l'autre, quel type de sexualité on peut créer ensemble dans notre couple et comment on peut le faire évoluer, parce que la sexualité, c'est un espace qui va se maturer. Et plus on évolue dans la sexualité, dans la maturation de la sexualité, plus ça va changer. On ne va pas avoir la même façon de pratiquer la sexualité
quand on évolue ensemble. Et plus on va évoluer, plus on va rentrer dans un espace de jouissance, de plaisir, de liberté. Surtout au moment où la femme quitte la peur d'être enceinte ou l'injonction de tomber enceinte, etc. Donc, après 40 ans, la sexualité dans le couple, en principe, elle devient de plus en plus agréable. Bon, et puis il y a un autre sujet dont il faut qu'on parle, c'est la rencontre de deux familles. Nos fameux beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, les rencontres familiales, la belle-mère. Et ça, c'est pas rien. C'est deux systèmes originels qui se rencontrent et notre couple prend une place dans deux systèmes familiales. Il y a notre couple, il y a moi, il y a toi, il y a notre couple. Et il y a ta famille, et il y a ma famille. Et notre couple. Alors, moi, j'ai une place dans ma famille, toi, tu as une place dans ta famille. Et notre couple va prendre une place dans cet entre-deux. Et là, on est dans un regard systémique. Systémique, culturel, transgénérationnel, psychogénéalogique. C'est encore une autre dimension qui prend toute sa place. Et quand elle se passe bien, quand on arrive bien à s'harmoniser, c'est-à-dire moi, je garde ma place dans ma famille, toi, tu gardes ta place dans ta famille, et en couple, on arrive à bien harmoniser notre place de couple dans cette entre-deux familles, ça devient très sympathique. Sinon, c'est des zones de très haut conflit. Parce qu'on est dans des énergies systémiques, c'est-à-dire que la dimension émotionnelle est démultipliée par rapport à la dimension personnelle. Et les enjeux inconscients sont démultipliés. Donc ça aussi, ça se travaille. Ah, ben dis donc, c'est compliqué le couple. Et puis, on va arriver à la dernière notion dont je voulais vous parler, qui est le couple, c'est la rencontre de deux âmes. Et c'est pas sûr qu'on se rencontre. On peut pas être en couple. Déjà, c'est pas sûr qu'on rencontre vraiment nos corps. C'est pas sûr qu'on se rencontre vraiment au niveau psychologie. Parce qu'il est possible qu'on ait activé plein de faux selfs et que ce qui se met en couple, c'est pas vraiment nous et il n'y a pas vraiment de rencontre. Mais admettons qu'on se rencontre physiquement, sexuellement, psychologiquement, qu'on peut avoir des discussions de profondeur, s'harmoniser ensemble, etc. Eh bien, à un moment, on va se rencontrer dans nos âmes. Mais ça veut dire quoi? Parce que souvent, quand moi je demande aux gens qui viennent me voir, je leur dis, avez-vous conscience de votre âme? Comment vous vous sentez dans votre âme? Les gens, ils ne savent pas. Hein. Ils n'ont pas conscience de leur âme. Donc comment c'est possible que je te rencontre et que je vois ton âme et qu'on se rencontre d'âme à âme? Bon, qu'on en ait conscience ou pas, en tout cas c'est un espace de conscience à mettre en route. Hein. Dans l'introduction, j'ai parlé de ce regard au-delà. C'est ça, hein. C'est le couple que créent nos âmes, en fait. Hein. Eh bien, c'est ce qu'on appelle, nous, dans l'espace de la guérison, le karma. Hein. C'est un espace karmique, c'est-à-dire une interaction entre nos âmes et qui vont vivre des scénarios d'âme ensemble et ça va rajouter sur les scénarios familiaux, ça va rajouter sur les scénarios psychologiques, sexuels. Donc il va falloir encore qu'on gère cet au-delà, c'est-à-dire la rencontre de nos âmes. Ça, c'est une étape d'après dans la guérison des couples. Et au milieu de tout ça, il y a la famille qu'on est en train de créer ensemble. Les enfants, l'éducation des enfants, les jeux relationnels avec nos enfants, parce que c'est reparti avec nos enfants. Avec nos enfants, dès que nos enfants vont naître, on va créer de l'attachement avec eux, des scénarios d'attachement, des projections avec eux. On va leur demander de s'adapter à nous. On va créer des jeux relationnels. Ça va être aussi une rencontre karmique, d'âme à âme, avec nos enfants. Nos enfants, ils ont aussi une âme. Il va y avoir aussi une rencontre sexuelle, en tout cas sexuée. C'est là où ça peut déraper, en inceste. Compliqué tout ça. Pouh, ok. Bon. Alors, comment on fait du coup pour restaurer l'amour dans le couple?
on peut comprendre que c'est un espace où il y a beaucoup de tension et où il fait, il fait bon ton de beaucoup s'adapter pour atténuer les tensions et du coup, c'est pas forcément un espace d'épanouissement où on peut être libre d'être soi-même. Et c'est pas forcément un espace où on va pouvoir développer de l'amour si on reste dans tout ça. Alors, comment on fait pour restaurer l'amour et la liberté d'être dans l'amour dans un couple? Eh bien, je vous propose de me suivre sur le prochain audio. Merci. Si cet audio vous a plu, likez. Merci pour nous soutenir. Partagez. À bientôt.